Alors bonjour. Donc après la scène de confrontation entre Antigone et Créon, donc c'était deux scènes, deux grandes scènes du face à face. On a vu que Antigone a maintenu son point de vue, donc elle insiste, elle est déterminée. Donc ce qui a poussé Créon à appliquer la loi, à la condamner à mort. Donc voici la scène, ou bien les scènes du dénouement, ce sont les dernières scènes. D'accord. Le dénouement ici, dans cette pièce, le dénouement, c'est l'exécution d'Antigone et c'est la mort de tous les personnages qui avaient à mourir. Donc, on doit comprendre les événements et s'interroger sur la portée de la pièce. Voilà. Alors, le messager, une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. Elle est au fond de la tombe pendue au fil de sa ceinture, des fils bleus, des fils verts, des fils rouges. Donc regardez, c'est une énumération, d'accord, qui lui font comme un collier. Et une comparaison aussi. Donc ici, c'est le messager qui apporte la mauvaise nouvelle, la nouvelle de la mort d'Antigone. On vient de la jeter dans un trou. Donc elle va être enterrée vivante, d'accord, dans un trou, dans une tombe, comme un collier d'enfant, et aimant à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit. Donc il est en train de pleurer, il se plonge. Alors après, donc là je vous ai gardé seulement les répliques les plus importantes pour comprendre le support. Donc il se plonge, l'épée dans le ventre. Alors là, il s'est suicidé à côté d'Antigone et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Donc regardez cette description. Alors une immense flaque rouge qui est une hyperbole, d'accord. Alors Créon, je les ai fait coucher. Donc là, il parle de la mort. Donc là, c'est une figure de style qu'on appelle euphémisme. Donc c'est pour adoucir les propos. C'est pour dire la mort d'une manière beaucoup plus douce. Donc je les fais coucher. Donc c'est un euphémisme. Ils sont lavés maintenant, reposés. Donc même chose, c'est un euphémisme pour dire ils sont morts. Alors lorsqu'on dit il s'est reposé, il est parti, la dernière demeure, donc ce sont des manières plus douces pour dire la mort par exemple. Donc c'est le contraire de l'hyperbole si vous voyez bien. Donc ici il y a l'exagération et ici il y a une atténuation. Donc on atténue les propos. D'accord? Donc pour ne pas dire mort, pour ne pas choquer, il a dit je les fais coucher, ils sont lavés, ils sont reposés. D'accord? Donc là c'est un euphémisme. Alors deux amants au lendemain de la première nuit. Donc il a comparé l'image d'Antigone avec Aimant à une image de deux amants au lendemain de la première nuit. Donc là c'est une métaphore, c'est une comparaison abrégée. D'accord? Donc ils sont comme deux amants au lendemain de la première nuit. Dans un lit, mais ici c'est le lit de mort. Ils ont fini, eux. Donc ils ont fini, ça aussi c'est un euphémisme, d'accord? C'est pour atténuer les propos. Alors le cœur, les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, d'accord? Les pauvres de Thèbes, donc là il va parler d'une autre mort. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles. Donc là pourquoi? Parce que la reine tricotait tout le temps pour les pauvres de Thèbes. C'est la raison pour laquelle il a dit les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. Alors parce que la reine s'est suicidée elle aussi, puisque Aimant s'est suicidé à côté de sa fiancée. Donc même la reine s'est suicidée à côté elle aussi lorsqu'elle a su la nouvelle de la mort de son fils. Alors sagement, pour s'y couper la gorge, alors là, sagement, ça c'est un autre adjectif qui veut dire que cette personne est sage et s'est suicidée toutefois après la mort de son fils. Alors Créon, elle aussi, ils dorment tous. Donc là, toujours l'euphémisme, ils dorment tous. Donc c'est la dernière ou bien c'est leur dernier sommeil. Donc ils dorment tous, c'est un autre euphémisme. Cela doit être bon de dormir. Donc là on peut réfléchir sur un autre thème qui est sa conception de la vie et de la mort. Alors pour Créon, il dit c'est bon de dormir. Donc là il a commencé à
à dire que peut-être ils ont raison, peut-être ils sont heureux plutôt, ils sont heureux de mourir alors que lui, il lui reste d'autres tâches à faire, il lui reste d'autres responsabilités à assumer. Alors le cœur, et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Donc là, il met donc le cœur, on a déjà dit, c'est la voix de la raison. Il met en cause, il pose la question sur l'acte d'Antigone. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Donc regardez ce qu'elle a engendré. D'accord? Son acte a engendré la mort à d'autres personnes. D'accord? Donc, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles, mais maintenant, c'est fini. Donc là, la tonalité est tragique, c'est fini. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Donc, c'est la même tonalité, c'est le tragique. D'accord? Ceux qui croyaient une chose, donc pour Antigone par exemple, et puis ceux qui croyaient le contraire. Donc, regardez cette antithèse. Donc, deux sortes de personnes qui sont mortes pour la même chose, alors qu'ils ne croient pas à la même chose. Donc, ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire. Donc, tous les deux, ils sont morts. D'accord? Même ceux qui ne croyaient rien. Donc, comme la reine. La reine n'y est pour rien, n'avait pas de point de vue ici, et elle est morte. Donc là, rien qui ne sont rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire. Donc là, c'est un autre sujet qu'on peut traiter, c'est un autre sujet, c'est l'histoire, c'est l'engagement dans l'histoire. Donc Antigone est morte pour des idées, donc Créon est mort seulement pour son attachement à sa fiancée, pour son amour, et puis la reine qui est morte elle aussi, qui s'est suicidée elle aussi, et qui n'avait aucun rôle dans cette histoire. D'accord? Donc là, peut-être il y a des gens qui meurent dans des histoires où ils n'ont rien fait et ils n'ont rien à faire. Alors, un grand apaisement tombe sur Thèbes. Voilà. Donc là, c'est une métonymie, c'est une autre figure de style. Donc, un grand apaisement tombe sur Thèbes, la ville de Thèbes. Donc ici, pour dire les habitants de la ville de Thèbes. Donc là, c'est une métonymie, d'accord? Sur Thèbes, c'est une métonymie. Ça veut dire toute la ville maintenant est tranquille après la mort de tous ces personnages. Voilà. Donc c'est le destin qui a été accompli enfin. Alors, la situation du passage, Antigone est condamnée à mort, démunie et solitaire. Elle entame une discussion oiseuse avec un garde grossier et veule. Donc, lorsqu'elle était avec un garde qui ne la comprend pas, donc elle était en train de parler à ce garde grossier, d'accord? Alors, Antigone laisse un message à son fiancé et réalise tardivement que son acte est absurde. Donc, à partir de cette discussion avec le garde et à partir de la lettre laissée à Aimant, le lecteur peut savoir de quoi il s'agit, peut savoir l'état d'âme d'Antigone avant de mourir. Elle s'est aperçue tardivement que son acte est absurde. De son côté, le roi constate que son geste est également insensé. Donc, son acte est absurde. Son geste aussi, ça veut dire condamner Antigone à mort est insensé et absurde. Donc voilà. Alors ces dernières scènes mettent en évidence la mort d'Antigone. Donc ce sont les scènes du dénouement, d'accord? Mettent en évidence la mort d'Antigone et annoncent la disparition de toute la famille de Créon. Donc voilà. Donc c'est le tragique par quoi se termine la pièce. Donc la mort et la disparition. Alors le premier axe c'est de la rébellion à la condamnation. Donc, on a déjà vu que Antigone est une fille rebelle. Donc, de son acte rebelle à sa condamnation, voilà. Donc, les dernières scènes offrent l'aspect pathétique de la condamnation face à la rébellion et la résistance qu'on a vu dans les premières scènes et à la détermination d'Antigone. Antigone s'est révoltée contre le roi, contre la loi de l'État. Puis sa mort n'a pris de sens que pour elle-même. Ça veut dire, au début, ça a été une rébellion, ça a été pour une bonne cause. Ça a été pour accomplir son devoir familial, mais après on s'est rendu compte que l'héroïne, Antigone, va mourir seulement pour elle-même. D'accord? Alors, elle fut exécutée, puis s'est suicidée avec sa ceinture. Donc, elle a été jetée dans le trou, d'accord? Pour mourir. Bon, elle a été enterrée vivante. Et puis, elle s'est suicidée, ça veut dire elle s'est précipitée pour se donner la mort rapidement.
d'accord, avec sa ceinture. Voilà. Alors, l'annonce du drame, comme dans les tragédies classiques, où on ne devait pas montrer la mort sur scène, le messager puis le chœur viennent annoncer le suicide d'Antigone, d'Aimant et de sa mère. Donc, Créon se trouve alors dans une solitude irréparable. Donc là, le thème de la solitude, il s'est trouvé seul, d'accord? Donc, à cause de son acte. Alors, il a perdu trois membres de sa famille. Il a perdu son fils Aimant, sa femme et sa nièce Antigone. Il paraît d'un calme surprenant. Et pourtant, il est resté calme. D'accord? Et décide de poursuivre sa tâche, de conduire les hommes et de protéger la ville. Donc, tout simplement et froidement, il va poursuivre sa tâche. En arrière-plan, on a les gardes qui sont indifférents, d'accord, de tout le tragique autour d'eux. Ils représentent la masse aveugle qui constitue la foule. Donc, plusieurs personnes dans la foule qui sont indifférents, qui ne sont pas impliqués dans l'histoire et qui ne s'intéressent pas à ce tragique autour d'eux. Alors, le poids de la fatalité dans la pièce. Antigone s'est sacrifiée inutilement. D'accord? Donc là, on se pose la question sur la fatalité. Est seulement un destin qu'elle est en train de subir. Donc, elle s'est sacrifiée inutilement. La mort d'Aimant et d'Eurydice exprime seulement un excès d'attachement loyal. D'accord? La gratuité de la mort pour ces personnages, donc ils sont morts gratuitement, pour rien. Donc la gratuité de la mort pour ces personnages fait penser à la force du destin, d'accord? Donc à la fatalité. Alors elle souligne, ça veut dire cette mort souligne aussi l'absurdité. Et lorsque le lecteur et le spectateur se posent la question pourquoi ils sont morts? Est-ce que c'est seulement la fatalité ou bien c'est l'absurdité qui marque parfois l'histoire? Alors, les gestes et les attitudes absurdes chez les deux personnages. Donc rapidement, on va voir ce qui rend cet acte absurde, comme on a vu chez Antigone et chez Créon. Donc pour Antigone, on constate l'absurde à travers la lettre envoyée à Aimant, on l'a dit, une lettre sans espoir de rencontre, à travers le regret d'avoir laissé échapper la possibilité de vivre. Donc elle a perdu la vie, la compréhension tardive et inutile du tort fait à tout le monde, et puis la prise de conscience de sa faiblesse devant la mort et en présence d'un garde insensible. Donc regardez qu'elle était en train de parler de sa faiblesse et de son désespoir en présence d'un garde qui est insensible. Alors chez Créon, l'absurde paraît à travers les éléments suivants. L'acceptation d'un interlocuteur enfant, donc il a parlé à un enfant, l'utilisation du mot petit et l'attribution de fou à quiconque veut devenir grand. Donc si vous voulez, revenez à ce petit dialogue dans les scènes de confrontation, d'accord, avec son petit page. Alors Créon remet en question sa vision et sa conception de l'âge adulte. On a déjà vu qu'il a même remis en question sa conception du bonheur et de la vie. D'accord? Lorsqu'il a dit qu'ils sont morts d'être partis et ils sont reposés. Lorsqu'il a parlé de la mort de ses membres de sa famille. Alors, comme synthèse, cette pièce est une tragédie en raison du destin tragique des personnages qui étaient fixés à l'avance. D'accord? Parce qu'on savait dès le début qu'ils vont mourir. Donc, c'est un destin qu'ils ont subi tout simplement. Elle s'interroge sur le sens de la vie. Donc cette pièce s'interroge et pose plusieurs questions sur le sens de la vie, sur le bonheur, d'accord, l'amour, le devoir, l'histoire avec un grand H, d'accord, c'est l'implication des gens dans l'histoire et sur la fatalité entre autres. Voilà.